Bonjour à tous. Je ne sais pas si j'en connais déjà certains d'entre vous. N'hésitez pas à faire un coucou dans le chat si on a déjà échangé. Je m'appelle Lise, j'ai 32 ans, je suis formatrice en création et en développement d'entreprise, donc vraiment à très bien présenter ce que je faisais. J'ai créé un organisme de formation qui s'appelle La Minute Freelance, avec lequel j'aide les indépendants à se lancer et à trouver leurs premiers clients. À côté de ça, je suis aussi auteure, donc j'ai été auteure pour des entreprises qui travaillent dans l'économie freelance. Donc j'ai fait des articles de blog, des formations, des pages de vente, et j'ai créé j'ai travaillé sur mon propre projet de livre qui vient de sortir, qui s'appelle Tout pour être freelance. Tout ça entre la France et l'étranger, bien entendu avec une petite période de confinement qui a été, je pense, pour beaucoup de nomades, une étape, hein, le retour en France pour se confiner quelque temps. Mais c'est un mode de vie que j'ai de façon on and off, un peu ponctuelle depuis 2017. Et en décembre, j'ai pris la décision de venir au Costa Rica où je suis en train de poser les valises. Donc ça, c'est un peu pour vous donner un petit peu de contexte sur mon parcours. Je vais voir si je peux mettre ma présentation. Ouais, tu peux mettre ta présentation et puis soit tu nous donneras ça à la fin et peut-être que tu pourras nous donner 2-3 liens sur. Je sais que tu parlais de ton livre ou de tes formations peut-être. Ça sera l'occasion de montrer un petit peu à tout le monde ce que tu fais. Ouais, top. Du coup, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des conseils pour structurer votre activité avant de devenir digital nomade. Pourquoi? Parce que être digital nomade, c'est pas seulement se décider à prendre un billet d'avion et à partir au bout du monde, c'est des choix à faire. Déjà, pour bien vivre ce voyage, tout le monde n'est pas fait pour être digital nomade. C'est pas forcément quelque chose de plaisant de travailler et voyager en même temps. Ça vient aussi avec beaucoup de frustration. Ça vient avec des problématiques qu'on n'a pas quand on est basé en France avec des clients en France. Donc, je pense que c'est important de se rendre compte des différents éléments à prendre en considération avant de sauter le pas, et puis également de choisir sa destination de façon à être confortable pour continuer à développer sa carrière tout en voyageant. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'avais envie de vous partager ces quelques conseils pour bien vivre le nomadisme digital. Donc, je me suis déjà présentée. Hop. En fait, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, le nomadisme digital, on le montre beaucoup comme un mode de vie idéal, parfait. Donc, on voit le rêve et la réalité. Là, je vous ai mis une photo de l'endroit où je suis basée, qui est magnifique. Mais en fait, la plupart de mes journées, je les passe, comme sur la photo de droite, dans un bureau, avec mon setup, avec mon ordinateur, de la lumière artificielle. En fait, mes temps de loisirs sont passés en extérieur. Mais la réalité du nomadisme digital, c'est quand même qu'il faut bosser, et ça vient avec des problématiques qui peuvent être de l'ordre des déconnexions Internet, des fuseaux horaires qui sont moins compatibles avec sa clientèle, des difficultés aussi à trouver des clients quand on est à distance par rapport au fait de pouvoir se déplacer. Donc, c'est tout ça que je voulais vous présenter aujourd'hui dans les conseils de structuration. Là, je vous mets un autre exemple rêve-réalité. C'est des photos qu'on partage beaucoup, les photos coucher de soleil, équitation, surf. Mais en fait, encore une fois, ça, c'est une journée sur tout un mois, une journée de vacances que j'ai prise au Costa Rica. Ma réalité, c'est que je travaille, comme beaucoup de freelance, 40 heures minimum par semaine. Parce que j'ai non seulement les services à produire pour mes clients, mais j'ai aussi ma propre communication à gérer. Donc, en fait, dernier exemple, mon amie Nicoline, qui est digital nomade salariée, qui passe ses journées dans une toute petite cabine alors qu'on est à côté de la plage, juste parce qu'elle a besoin de faire des appels au calme. Ouais, en fait, sa réalité, c'est ça. Elle est dans ces 2 mètres carrés à faire des appels 8 heures par jour. Donc, si vous voulez devenir digital nomade, souvenez-vous que le mode de vie est génial quand on a envie de profiter de ses temps de loisirs pour voyager, mais que la réalité, c'est quand même qu'on a des temps de travail qui sont les mêmes qu'en France, et qu'il faut se mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir continuer à être productif. Sinon, on peut vite déchanter et devoir rentrer parce qu'on ne fait plus de chiffres, on n'a plus d'argent. C'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs assez régulièrement chez les nomades digitaux. Il y a beaucoup de nomades qui viennent avec leurs économies, qui n'ont pas encore de business rentable, ou avec les assurances chômage, et qui en fait en fin de droit sont un peu embêtés parce que ils ont plus de revenus, et retour à la case départ. Donc moi, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est 3 conseils pour structurer votre activité en freelance avant de devenir nomade. Ces 3 conseils vont porter sur 3 grandes parties de votre activité. Pour être un nomade optimal, c'est-à-dire pour bien vivre le nomadisme digital, je pense qu'il faut structurer à la fois ses services,
pour les rendre nomade-friendly, pour les rendre adaptés à ce style de vie un peu dans les valises. Il faut aussi bien choisir sa clientèle parce que tous les clients ne seront pas OK, ne seront pas alignés avec le fait que les indépendants soient à l'étranger ou alors soient connectés à des fuseaux horaires différents. Et enfin, il faut faire attention à son choix de destination. Toutes les destinations ne sont pas logées à la même enseigne. On va bien entendu avoir des préférences personnelles, mais il y a aussi des endroits qui sont plus adaptés que d'autres pour travailler, notamment en termes d'infrastructure, mais aussi de législation sur place, de visa. Donc tout ça, je vous en parlerai dans un dernier point. Est-ce que déjà, il y en a certains parmi vous qui sont digital nomades ou qui ont essayé le nomadisme digital? Est-ce que c'est dans les cartons, mais que ça n'a pas encore été testé? C'est en train de répondre. Ça tape. Dans les cartons, ok. Alors Thomas dit, la pause se fait entre gens sympas dans un cadre idyllique. Non. Alors oui, bien entendu, on devient nomade digital aussi pour ces belles choses-là, pour le fait de pouvoir rencontrer des personnes qui ont envie de partager le même style de vie que nous et être dans des super cadres, mais c'est pas la totalité du quotidien. C'est comme en France, en fait, ça reste des temps de loisirs qui sont rares parce que on a son quotidien à gérer, on a son travail à gérer. Donc, alors, pas encore testé. Marine a testé dans un van. Sébastien, déjà de freelance avant le nomadisme. Oui, pendant 6 mois. D'accord. Donc, en fait, c'est assez. Je vois qu'il y en a quand même pas mal qui ont testé. Mais c'est assez. Nomadisme digital dans un van, ça doit être costaud quand même. Hein. Ouais, ça doit pas être très confortable. Enfin, il faut aimer vivre dans des petites surfaces, mais quelle expérience. C'est sympa, j'en doute pas. Ok, donc du coup, premier conseil pour structurer son activité, choisir les services qu'on va proposer. Si tu es freelance, photographe freelance par exemple, et que tu proposes des photos de mariage, ça va être compliqué de devenir digital nomade parce que tu vas devoir produire tes services sur des lieux physiques. Donc après, se pose la question de l'endroit, du lieu où tu vas produire tes services. Donc est-ce que tu vas les produire 100% en ligne? Est-ce que tu vas les produire de façon hybride, c'est-à-dire que tu vas faire une partie du travail à distance et l'autre partie en clientèle sur site? Ou est-ce que tu vas avoir un business itinérant, c'est-à-dire que tu vas voyager en produisant des services dans les lieux où tu voyages? Dans le dernier cas, pour les services itinérants, il faut bien faire attention au visa. Il y a des pays qui sont tolérants, comme par exemple l'Indonésie. On peut aller se poser à Bali avec son ordinateur et travailler. C'est pareil pour le Costa Rica. On est ici avec des visas de tourisme, donc normalement on n'est pas autorisé à travailler, mais il y a une certaine souplesse. Par contre, à partir du moment où on va prendre des clients locaux, c'est-à-dire qu'on va venir en concurrence avec des entreprises locales, là les autorités, notamment l'immigration, est beaucoup moins flexible. Donc les business itinérants, c'est un peu plus compliqué en termes de visa. Mais donc c'est la première question à te poser. En termes de service, quand tu vas structurer ton offre, comment est-ce que tu vas t'organiser pour avoir des moments, soit ponctuels, soit un temps complet? Comment tu vas t'organiser pour produire des choses que tu peux faire à distance, en partie ou en totalité? Et bien souvent, il y a des métiers auxquels qu'on peut penser attachés à un lieu physique, comme la photographie, mais on pourrait très bien, en étant photographe, décider de vendre que des services d'édition de photos. Donc, travailler avec d'autres photographes et faire que de l'édition, quelque chose qu'on peut faire 100% à distance. Donc, ça demande d'être un petit peu créatif parfois pour adapter une activité qu'on a déjà au fait de pouvoir la réaliser à distance en totalité si c'est son souhait. Pour structurer ces services, il faut aussi essayer de trouver des choses qui sont adaptables, qui sont souples, à un style de vie qui va être ancré dans l'incertitude. On peut se lever un matin dans un pays qui est avec des infrastructures qui sont pas aussi solides que celles auxquelles on est habitué, pas avoir d'eau, pas avoir d'électricité, pas avoir d'internet. Si on a une deadline, si on a une date limite de livraison, si on a des appels, forcément ça va venir être compliqué. Donc moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans mon travail, c'est le fait de pouvoir faire une partie de mon activité, notamment l'écriture, ma communication aussi, de pouvoir la faire hors ligne et de façon asynchrone. Aujourd'hui, j'ai 8 heures de décalage horaire entre la France et le Costa Rica. Quand je me réveille, j'ai plein de notifications parce que mes clients ont déjà eu quasiment une journée de travail alors que je viens à peine de me lever. Donc, en fait, moi, j'étais obligée dans mon activité de formation
de m'organiser pour, dans mes plannings, mettre mes appels tôt, mais aussi ajouter cette activité d'écriture qui vient compléter mes revenus parce qu'elle est asynchrone et que je peux la faire à n'importe quelle heure, je peux la faire hors ligne et que ça se prête bien à mon mode de vie. Si je proposais des services de formation, ce qu'on va appeler en temps réel, en fait, je ne pourrais pas vivre au Costa Rica parce que le fuseau horaire est trop... Enfin, l'écart est trop grand. Donc, pensez bien à ça dans vos activités, à adapter ce que vous proposez, à adapter vos services pour aussi qu'ils puissent correspondre à l'endroit où vous voulez vivre et à la facilité que vous allez avoir à vous connecter. La dernière chose avant de partir à faire, c'est d'essayer de comprendre comment on va être rentable. Donc, soit on a encore des allocations chômage, ce qui est souvent le cas, et on se stresse pas trop, soit on a déjà une clientèle, ou en tout cas, on sait comment on va gagner de l'argent, on a déjà une preuve de marché, et on sait où on va trouver ses clients. Quand on n'a pas ça, on part à l'étranger avec beaucoup de stress, beaucoup de pression, et le risque aussi, surtout si on a quitté un job avant, de prendre un peu trop son temps et de devoir revenir quand on n'a plus d'argent. Vraiment... J'ai une petite question, excuse-moi de te couper. Par rapport au chômage, on n'est pas censé rester en France quand on touche les allocations chômage? Il n'y a pas quelque chose comme ça? Alors oui, normalement, en fait, ça dépend de ce que tu fais. Si tu crées une entreprise et que tu as l'ACRE, en fait, ton entreprise, tu peux la développer de n'importe où. Par contre, si tu es indemnisé au chômage et que tu es demandeur d'emploi en train de chercher un job, non, là, tu as le droit de poser des vacances, mais il faut avertir ton conseiller. Tu n'as pas le droit de partir faire un tour du monde avec tes allocations chômage. Ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Ouais, ok. Ouais. Après, dans les faits, moi là, c'est vraiment factuel. Dans les faits, les nomades que j'ai croisés, il y en a énormément qui voyagent avec leurs allocations chômage, ce qui n'est pas autorisé, mais ça reste un des premiers financeurs. Je vous dis pas de le faire, hein, c'est pas bien, mais c'est vraiment. J'en ai entendu parler aussi, mais je sais qu'il y a des filous qui développent des techniques pour réussir justement à pas se faire remarquer. Mais oui, en effet, justement, je me demandais comment est-ce que c'était possible de... Non. Après, quand tu as une activité entrepreneuriale, en fait, et que tu voyages en la développant, tu peux garder tes allocations chômage le temps de générer du chiffre d'affaires. Donc, tu déclares ton chiffre d'affaires et tu as un complément qui t'est versé en termes d'indemnité par rapport à ce que tu as généré. Donc, ça, que tu sois en France ou à l'étranger, en fait, c'est la même logique. C'est juste ton lieu de production de service qui change. C'était une question? En fait, je l'ai posé et je crois qu'il y a en même temps, il y a Thomas Sébastien, pardon, qui en parlait aussi dans le chat. Il y a quelques questions qui sont là, mais je pense qu'elles peuvent être répondues après. C'est pas forcément en lien avec ce que tu es en train de dire. Donc, je les réserve pour tout à l'heure. Ça te va. Ouais. Ok, super. Donc voilà, super important. Pensez à la rentabilité, pensez aussi à ce que vous allez générer comme revenu, quel revenu vous allez avoir, parce que clairement, si vous gagnez 1000 € net par mois et que vous voulez vivre au Costa Rica, ça ne va pas le faire. Par contre, la Thaïlande, vous vivrez super bien. Donc, il y a aussi cette question de quel revenu je vais gagner, combien d'heures par semaine je vais travailler, quel train de vie je peux me permettre, dans quel pays. Tout ça, il faut y penser avant de partir pour éviter d'être embêté une fois sur place et d'avoir du mal à s'ancrer dans un territoire. Il y a aussi la question des voyages, puisqu'on peut être nomade et voyager dans plein de destinations différentes. Ça a un coût qui n'est pas négligeable. Donc ça aussi, il faut y penser quand on réfléchit à sa rentabilité. Donc voilà pour les services. Deuxième point sur lequel il faut absolument structurer son activité avant de partir, c'est la clientèle. Alors, la clientèle, la seule chose dont on a vraiment, vraiment besoin, c'est de pouvoir faire ses missions à distance. Il y a plein de freelances qui font des entretiens de vente à Paris, qui vont signer avec des clients long terme en France, qui vont avoir des contrats de longue durée avec plusieurs jours par semaine de bloqués. Ça va vraiment dépendre du type de mission qu'on va aller chercher. Mais si par exemple on est développeur web 3 jours par semaine avec une entreprise basée en France, on peut se contenter d'avoir ce contrat et après faire ces 6 mois de mission à l'étranger sans souci. Donc, c'est vraiment la seule chose sur laquelle on doit être vigilant, c'est le fait de pouvoir réaliser une partie ou la totalité du travail à l'étranger. Après, ça se fait vraiment bien de revenir en France régulièrement. Même moi, en étant au Costa Rica, je me rends compte que rentrer tous les 5 ou 6 mois, non seulement ça fait du bien, mais en plus, c'est bénéfique aussi pour son business. Donc, partir
des années sans revenir, moi, je trouve que c'est un peu compliqué en termes de business, en termes d'entretien des liens, de fidélisation des clients. Si on a des clients grands groupes, par exemple, ou B2B, c'est bien de les voir de temps en temps. Mais on peut aussi se contenter de missions où tout serait à distance. Donc, penser à sa clientèle, se demander si elle sera ouverte et compréhensive avec le fait qu'on travaille à distance, avec le fait qu'on travaille de façon asynchrone ou pas. Donc, si la clientèle a besoin qu'on soit connecté de 9h à 17h, on devra peut-être plutôt aller au Portugal qu'à Tahiti, parce que ça sera plus compliqué à gérer, ou alors il faudra travailler la nuit. Donc, c'est des questions à poser à ses clients. Est-ce que vous êtes OK avec le travail asynchrone? Les clients qui ont déjà des équipes distribuées, en fait, ça va être beaucoup plus simple parce que ce sont des clients qui se sont organisés pour pouvoir travailler avec des personnes basées un peu partout, donc des clients qui auront des outils, des méthodes, des workflows pour travailler à distance. Lorsque ce n'est pas le cas, ça va être parfois à vous d'éduquer vos clients aussi, donc de leur proposer des outils, par exemple pour planifier des visioconférences, pour signer des documents à distance. Donc selon le type de client, on va peut-être avoir un rôle d'éducation à jouer pour les aider à collaborer avec nous à distance. Il faut également se poser la question de la durée des missions. Ça peut être très rassurant d'avoir une mission long terme, régulière quand on part à l'étranger et qu'on a plutôt envie de profiter de son temps à l'étranger pour se faire des pauses, des vacances. Alors que si on a plein de petites missions courtes, ce qui est mon cas, hein, j'ai des missions de formation qui sont quand même... j'ai plein de petits clients, j'en ai une 50aine par an, donc il faut quand même aller les chercher. En fait, je passe une grosse partie de mon temps à faire de la communication, du marketing pour attirer des clients. Donc, j'ai pas du tout le même style de vie que quelqu'un qui sera en mission régulière, qui gagnerait peut-être la même chose, mais qui gagnerait une journée par semaine facilement à ne pas avoir besoin de communiquer autant. Donc, très, très important de penser à sa clientèle, à la clientèle qu'on a envie d'avoir, parce qu'on l'oublie souvent, mais en freelance, on a le choix. On a le choix quand on va positionner ses services de décider quel type de client on a envie d'avoir. Est-ce qu'on a envie d'être avec des startups, des grands groupes, des indépendants, des particuliers? Donc, tout ça, c'est super important de se poser la question. Moi, j'ai remarqué que les plus petits clients étaient souvent plus souples. C'est-à-dire que c'est plus facile quand enfin, dans mon expérience, c'est plus facile de convaincre de petits clients que être à distance, ça ne changera rien à la qualité du travail, que des grands groupes dans lesquels on va avoir des politiques internes, on peut même parfois avoir des thématiques de jalousie. Moi, j'ai déjà eu des échanges avec des prospects qui me disaient, mais si on vous permet d'être à distance, en fait, on va devoir l'autoriser pour tout le monde. Donc ça, c'était avant le Covid. Peut-être que maintenant, ça a changé avec la diffusion du télétravail. Mais voilà un petit peu le type de réflexion qu'il faut avoir sur la clientèle. Et dernier élément, super important, c'est le cœur du nomadisme digital, le choix de sa destination. Alors, avant de partir, c'est bien de poser des questions aux personnes qui sont déjà sur place, de lire des blogs, de s'informer, voire même d'aller en vacances quelque part si on a envie de se poser assez longtemps à un endroit, pour savoir si en fait on va pouvoir concilier travail et vacances. C'est très compliqué de bien travailler sur un coin de table. Moi, c'est ce que j'ai retenu du nomadisme digital de façon ponctuelle. Quand je vais à un endroit une semaine, je suis pas du tout productive. Je suis frustrée parce que j'ai envie de visiter des choses, mais en même temps, j'ai pas le temps parce qu'il faut que je travaille. Donc pour moi, le choix de la destination, je le fais aussi dans des endroits où je vais pouvoir rester longtemps. C'est quelques mois, voire le Costa Rica. Aujourd'hui, c'est parti pour peut-être quelques années. À l'inverse, peut-être que vous, dans vos envies, vous aurez envie de faire un tour du monde et de rester une semaine ou 2 semaines à chaque endroit. Dans ce cas-là, vous serez vraiment dans l'inconfort pour travailler. Donc, parce que le temps de déballer les affaires, de se poser, on travaille sur des coins de table et hop, il faut repartir. Donc, pensez vraiment dans vos choix de destination au confort dont vous avez besoin pour vous poser. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'un environnement propre, aéré, confortable pour bosser? Ou est-ce qu'on peut vous mettre dans un coin de canapé et vous arrivez quand même à travailler? Il y a pas mal de choses auxquelles il faut penser, notamment le coût de la vie. Alors, il y a des nomades digitaux qui choisissent des destinations parce qu'elles sont peu chères et que ça leur permet d'économiser. Donc, par exemple, la Thaïlande, on peut vivre très bien avec peu d'argent en Thaïlande. Moi, mon choix, c'est plutôt un choix en termes de loisirs. Donc, j'ai choisi le Costa Rica, qui est quand même assez cher, qui est quasiment comparable au coût de la vie à Paris, en tout cas pour certaines villes. Mais j'ai pas voulu choisir par rapport à ce qui coûtait le moins cher. J'ai envie de vivre dans un endroit où je peux pratiquer des loisirs qui me plaisent. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que ça va impacter votre budget, ça va impacter
la quantité de temps que vous allez devoir passer à travailler pour générer ces revenus. Et parfois, quand on devient nomade digital, c'est aussi pour changer de style de vie. Donc, on n'a peut-être pas envie d'être autant stressé ou de devoir générer autant d'argent pour vivre. La fiabilité d'Internet est super importante. On est très surpris en voyageant, on se rend compte qu'en fait, moi je me suis rendu compte que j'ai un meilleur Internet ici au fin fond de la jungle, au Costa Rica, qu'à Paris. Même si j'ai des coupures d'électricité, la fibre fonctionne super bien, alors qu'à Paris, j'étais déconnectée tout le temps, donc on peut être très agréablement surpris. Mais c'est super important aussi de savoir si on peut compter sur Internet. J'ai vu qu'il y avait une question un peu plus tôt sur le métier de product manager. Par exemple, ici, il y a des product managers parce que Internet est super fiable et qu'on peut faire plein de réunions. Par contre, il y a des endroits au Costa Rica où Internet n'est pas du tout puissant, donc on peut pas faire de réunions. Et donc là, ce type de métier ne peut pas être exercé dans ces endroits-là. Donc, fiabilité Internet, le fuseau horaire aussi, savoir si on peut travailler avec un décalage horaire important ou pas. La culture du pays qu'on va choisir, parce que selon l'endroit où on va, on n'aura pas forcément les mêmes comment dire, on ne pourra pas forcément garder les mêmes habitudes. Un exemple tout simple, quand tu allais travailler en Malaisie, quand on est une femme qui voyage seule, on ne peut pas sortir dans la rue en short et en débardeur aussi facilement. Et on n'y pense pas quand on est digital nomade, mais le fait d'être dans un pays avec une culture différente, ben, des fois, c'est aussi un choc culturel, on a du mal à s'adapter et ça va venir impacter le travail. Donc, super important de penser aux cultures qu'on a envie de découvrir et celles peut-être avec lesquelles on sera plus en phase de choc. L'immigration, super important. Est-ce que les visas permettent de travailler ou pas? Et si on n'a pas le droit de travailler, est-ce qu'il y a une tolérance? C'est-à-dire, est-ce que les autorités ferment un peu les yeux et on peut se poser, ou est-ce qu'on risque d'être déporté, mis en prison, etc., pour avoir ouvert son ordinateur dans un espace de coworking? Donc, super important de creuser ça. Bien entendu, on va avoir les thématiques d'imposition. Il y a des pays dans lesquels on doit payer des impôts sur les revenus si on reste plus d'une durée spécifique. Par exemple, plus de 120 jours par an, on est censé payer des impôts. En réalité, ce n'est pas forcément appliqué par les autorités fiscales, mais ça pourrait l'être. Et donc, c'est important de se renseigner par rapport à la durée qu'on va passer dans un endroit, sur ses obligations. On va avoir aussi toutes les thématiques qu'on appelle de compliance. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est peut-être que ça ne s'applique pas à vous, mais selon le métier que vous allez faire, parfois, il y a des obligations légales à respecter et vous n'allez pas pouvoir ouvrir des fichiers, accéder à des serveurs ou faire sortir des documents d'une zone géographique précise. C'est notamment le cas dans les métiers de la finance, dans certains métiers IT, quand on travaille sur des données sensibles. Donc ça, c'est super important de voir avec vos clients si vous avez le droit de travailler, d'ouvrir ces fichiers, d'accéder à ces ressources depuis certaines destinations. Dernière chose qui est super importante, c'est la communauté. En fait, on peut vouloir être nomade digital pour vraiment s'immerger dans une culture et être avec les locaux. Dans ce cas-là, il faut éviter les lieux vraiment nomade digital qui font un peu penser à une expérience Erasmus à l'âge adulte. Hein. C'est parfois on se retourne, on se rend compte que tout le monde est étranger. Donc, c'est super important de se poser la question, quel est le type de communauté avec lequel j'ai envie d'interagir au quotidien? Moi, j'aime bien pouvoir à la fois rencontrer des personnes internationales, des personnes qui sont nomades digitales et donc qui vont me comprendre en termes d'entrepreneuriat ou de travail à distance, mais aussi des locaux. Et je trouve qu'on arrive à faire ça quand on est dans des hubs ou des lieux qui sont encore à taille humaine, comme Santa Teresa où je suis au Costa Rica actuellement. Après, dans des plus petits villages, il faudra peut-être apprendre la langue pour se faire des amis parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'étrangers qui parleront anglais. Donc voilà, pour ces 3 conseils pour structurer son activité de digital nomade, je pense que ça vous donne un peu un panorama des choses auxquelles vous devez penser en termes de services, de clientèle et de destination avant de partir. Et si vous avez des questions, on peut prendre peut-être quelques minutes. Alors oui, il y a eu pas mal de questions. Merci beaucoup Lise, c'était très très clair et c'était très bien d'avoir toutes ces explications de ta part. Il y a eu quelques questions. Alors je t'ai pas forcément coupé en plein milieu parce que ça parlait pas forcément des choses dont tu étais en train de parler à ce moment-là. Par exemple, on a Sébastien qui nous disait est-ce qu'il faut avoir un certain bagage freelance en place quand on veut devenir digital nomade
nous dit on peut sauter à pieds joints et qui vivra verra. Ça dépend de ton appétence au risque. Moi, je sais que je pourrais jamais partir à l'étranger sans savoir comment je vais gagner ma vie. Donc, moi, j'avais besoin d'avoir un business qui tournait avant d'oser devenir digital nomade et partir au bout du monde. Après, si t'as pas peur de te lancer dans le grand bain et de voir un peu ce qui se passera, saute le pas. C'est très personnel comme question. Ça dépend de ton besoin ton besoin de sécurité. Mais je trouve que c'est pas agréable de voyager quand financièrement on n'est pas sécurisé. Ça a beaucoup de stress aussi. Moi, j'ai sauté dans le bain. Ok, donc bon, bah, c'est bien. On a deux, on a deux types différents. Il y a peut-être deux, trois choses qui sont indispensables quand même à savoir ou à regarder. Enfin, tu nous en as déjà un peu parlé avant, mais je sais pas. Par exemple, il y a Vanille qui nous pose la question aussi. Comment est-ce que tu choisis ton logement? J'imagine que les problématiques de logement, faut bien s'y prendre à l'avance et peut-être pas forcément. Enfin, je sais pas, Margot, toi, t'es arrivée, t'as pris une auberge de jeunesse avant de trouver un logement en te disant on verra sur place, ou est-ce que tu avais trouvé ton logement avant de partir? Non, quand je pars, généralement, je book une auberge, un petit hostel, et sur place, je cherche plutôt sur Airbnb après, mais pour les Airbnb, il vaut mieux pouvoir visiter avant de booker un mois, pour vérifier que la connexion est assez bonne, que c'est fidèle aux photos, que tu vas être bien, parce que si tu t'installes sur un mois, faut quand même, enfin, tu peux pas au bout de 2 jours dire en fait non. Donc, vaut mieux sécuriser comme ça quand tu pars quelque part. Et toi, Lise, ça se passe comment pour toi en amont, du moins pour les endroits où tu vas vivre? Alors là, Costa Rica, peut-être que tu connais un petit peu maintenant, mais… Alors en fait, comme Margot, moi j'ai commencé par une auberge ici et après j'ai trouvé des co-living et puis je me suis engagée là sur un bail classique, hein, un bail d'habitation. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en termes de logement, quand on reste sur du long terme, c'est beaucoup moins compliqué qu'en France parce qu'on peut se faire virer plus facilement d'un logement à l'étranger. Donc il n'y a pas la même protection des locataires. Donc en fait, c'est pas compliqué de trouver des logements, c'est juste une question de coût. Parfois, dans des lieux qui sont ultra touristiques, si on s'y prend les dernières minutes, il restera que les tarifs les plus élevés, il n'y aura pas beaucoup de disponibilité. Donc, en tout cas, au Costa Rica, comme je savais que ça allait être la saison la plus chère, j'avais quand même réservé toute la partie Noël-Nouvel An à l'avance. Ok. Toujours dans les choses peut-être à prévoir en amont, est-ce qu'il y a des assurances spécifiques à avoir? C'est Pascal qui nous pose cette question. Alors, les assurances, ça va dépendre. Il y a deux types d'assurances. Il y a celles que les pays t'imposent et celles qui sont bien pour toi, mais qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, au Costa Rica, tu es obligé d'avoir une assurance santé pour entrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie que tu deviennes un poids pour leur société si jamais tu contractes le Covid et que tu as besoin d'être hospitalisé. L'assurance santé, pour moi, c'est un minimum. Et après, tu vas avoir tout ce qui est responsabilité civile à l'étranger. En fait, c'est comme en France, c'est exactement les mêmes mécanismes. En France, tu es protégé pour ta santé, tu es protégé en termes de responsabilité personnelle, responsabilité professionnelle. À l'étranger, il faut que tu transfères tout ça si tu as envie de dérisquer ton quotidien. Très bien. Je propose qu'on avance avec la partie de Margot, parce que sinon on va être totalement à la bourre. Peut-être que pour les autres questions auxquelles on n'a pas répondu, peut-être qu'à la fin on pourra y revenir rapidement. Mais je préférerais là continuer avec ta partie, Margot. Ouais. Merci Lise. Tu peux, si tu veux, dans le chat, nous mettre les 2-3 liens, comme je te disais tout à l'heure, pour nous montrer un petit peu ce que tu fais, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus. Okay, super. Et puis nous dire aussi un peu plus où est-ce qu'ils peuvent suivre tes péripéties s'ils le veulent. Margot, je te laisse la main. Ouais, alors attends, de partager ma presse. Hop. Voilà. Donc moi, je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Et du coup, c'est top que Lise ait insisté sur la partie très business, structure, etc. Parce que moi, je vais plutôt traiter les choses du point de vue personnel, quoi, un peu des ressentis, de l'équilibre, de tout ça. Parce que voilà, c'est un mode de vie qui implique un gros changement et on n'est pas toujours prêt. Donc voilà, on va parler de ça.
Alors, attends, comment... Ah, voilà, c'est ça. Juste rapidement pour revenir sur ce que je fais. Donc, moi, comme Lise, je me suis lancée en 2017. En fait, j'étais en CDI à Paris et j'ai pété un câble. Je suis partie en rupture conventionnelle à Bali avec un aller simple en me disant on verra bien. Et puis, au fur et à mesure, voilà, j'ai un peu créé mon travail, mon mode de vie en explorant un peu à droite, à gauche. C'est pour ça que je fais pas mal de choses différentes aussi. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, Clément, Bicorp, donc je travaille pour une entreprise de café qui fait du café à la maison et au bureau, et Bicorp, c'est un label, enfin c'est le plus haut label en fait en termes d'engagement et de responsabilité sociale et environnementale. Donc voilà, c'est vraiment aussi pour ça que je suis partie, c'est que je trouvais pas forcément de sens dans mon métier à Paris. Et le freelance a été un moyen voilà, d'avoir un job un peu plus militant, un peu plus engagé sur les problématiques qui me tiennent à cœur. Et je pense que c'était un mouvement un peu de base d'essayer voilà, trouver du sens dans mon quotidien, à la fois en termes de mode de vie et de mission, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, parce que je trouvais du sens nulle part dans ma vie à Paris, que ce soit le métro boulot dodo ou la consommation outrancière de tout ce qu'on a à disposition, quoi. C'était vraiment, je bosse, je sais pas pourquoi je bosse, et je consomme, je sais pas pourquoi je consomme. Donc c'était compliqué pour moi cette vie-là, et je m'y retrouvais pas du tout. Et j'ai trouvé, grâce au digital nomadisme, du sens de manière assez globale. Donc c'est pour ça que je dis que je suis exploratrice du futur off-work et des futurs souhaitables, parce que pour moi c'est un champ d'exploration énorme, et j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc c'est top. Coach digital nomade, je l'ai lancé parce que j'ai beaucoup partagé autour de mon lancement, et il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions et qui ont souhaité que je les aide. Donc c'est vraiment venu comme ça. C'était pas du tout prévu. Et le collectif, pareil, je l'ai un peu créé parce que comme disait Alice tout à l'heure, quand on est dans des hubs digital nomades, on est toujours entouré, on est toujours en communauté. Et ça m'a paru assez naturel d'agréger des gens autour de moi et de fonder un peu ce groupe pour bosser ensemble, etc. Alors, les avantages. Donc, je vous ai mis pas mal de photos de ma vie à moi. Au moins, c'est pas des photos de banque d'images, et vous pouvez vraiment vous projeter. Donc, l'avantage numéro 1, c'est bien sûr la liberté et le mouvement. J'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment hyper important de se questionner sur ses valeurs, sur ce qui nous fait du bien. Et je pense que tous les digital nomades vous le diront, c'est la liberté leur valeur numéro 1. Et c'est ça qui les drive dans tous les cas, dans tous les pays qu'ils choisissent, dans ce mode de vie, dans tout ce qu'ils font. Et à contrario, quand je parle avec des gens qui sont beaucoup plus stables, en poste, salariés, eux, ils vont plutôt mettre en avant le confort, la sécurité financière, la routine, avoir leurs potes à côté, etc. Donc, c'est vraiment des modes de vie qui sont basés sur voilà, cette échelle, un peu cette pyramide des valeurs, je dirais. Et c'est sur ça qu'il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui nous fait du bien. Et je sais que moi, c'est vraiment le mouvement qui me galvanise, qui m'enthousiasme, qui me donne de l'énergie au quotidien, qui me donne envie de me lever le matin. Si je suis trop statique, si je reste trop longtemps à un endroit, je m'éteins et je me sens pas bien, en fait. Je suis pas équilibrée. Donc voilà, et puis évidemment, tu as tout l'aspect voyage, exploration, qui est juste un enrichissement permanent et qui est vraiment un pur bonheur au quotidien. Deuxième avantage, donc là je vous ai mis plein de cafés où je bosse pour que ce soit représentatif du fait que on se lève le matin et on peut vraiment choisir où est-ce qu'on a envie de travailler. Donc soit on a envie de rester chez soi et dans ce cas-là on est tranquille avec un bon wifi tranquille, ou alors on peut aller dans un café, on peut aller dans un espace de coworking, on peut aller chez un client. On a vraiment encore une fois cette liberté de choix, de contraintes. Donc personne n'est là pour nous imposer tu vas de telle heure à telle heure au bureau, à tel endroit, du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure. Donc ça, c'est vraiment pour moi c'était quelque chose de génial, et chaque jour je suis vraiment ça me met beaucoup de joie de pouvoir choisir où est-ce que je vais travailler. Excuse-moi Margot, mais c'est de manière générale, même pour les freelances qui sont à Paris, c'est aussi une possibilité de faire ça. Ah complètement. Oui. Mais pour moi, être freelance à Paris, c'est aussi être nomade. C'est pas parce que tu pars au Costa Rica ou à Bali que tu es nomade. Pour moi, être nomade, c'est vraiment pas avoir de bureau et d'avoir besoin que d'une connexion Wi-Fi pour travailler. Donc tu peux l'être en France, tu peux l'être en Europe, tu peux l'être dans le monde entier. Après, c'est à toi de choisir ton modèle, entre guillemets. Donc, c'est hyper intéressant comme concept. Non, mais c'est vrai que c'est peut-être évident pour toi, mais on véhicule beaucoup de clichés et tout de suite on pense au palmier, mais finalement, quand on reprend la définition de base,
c'est cette absence de lieu finalement. C'est la localisation que tu choisis et tu as juste besoin d'un Wi-Fi et de ton ordi pour bosser. Donc effectivement, au café en bas de chez toi, dans le 15e ou je ne sais où dans Paris, et c'est aussi du digital nomadisme. Ok. C'est génial. Et je parlais du coup des contraintes, pour moi c'est vraiment important et ça rejoint aussi, comme tu dis, le freelancing, même si tu n'es que en France ou sur Paris, c'est cette possibilité de choisir tes contraintes et ça c'est super important et ça drive aussi beaucoup quand tu choisis ce mode de vie-là. Et ensuite, la communauté, donc Lise en a parlé tout à l'heure, mais c'est super important. Et c'est pour ça que les hubs digital nomades ont aussi une vraie importance quand on choisit sa destination. Moi, je me souviens quand je me suis lancée, j'étais seule. Donc, j'avais mon ordinateur, j'étais sous mes palmiers, j'avais les vagues devant moi, mais je me sentais très seule, très isolée, et ça me manquait vraiment cet aspect collègue qu'on peut avoir en entreprise. Et j'ai vraiment réalisé que ce qui fait la richesse d'une vie professionnelle épanouissante, et même quand on est en salarié, c'est les interactions qu'on a avec les autres et l'enrichissement qu'on trouve dans nos relations aux autres. Et c'est vraiment la même chose quand on est digital nomade. C'est un mode de vie qui, par définition, fait qu'on voyage beaucoup, qu'on n'a pas d'attache, donc on est très seul. Et la communauté permet de retrouver un lien social, de se recréer une tribu, de se recréer un cercle de collègues avec qui on peut aller travailler. Enfin voilà, une sociabilité en fait de gens qui sont dans le même mindset, qui sont dans la même dynamique, qui ont les mêmes envies, les mêmes besoins aussi, qui nous ressemblent finalement, parce que souvent on quitte un cercle familial, amical, qui n'est pas du tout dans les mêmes configurations, qui n'a pas du tout les mêmes besoins. Et c'est vrai que recréer une communauté et trouver sa communauté aux quatre coins du monde, c'est génial. Et souvent, maintenant, je pense que Lise, pareil, depuis 2017 qu'on s'est lancé, on a rencontré toutes les deux beaucoup de gens. Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, on peut trouver des potes partout, quoi. On peut se dire, je vais à Lisbonne, je vais au Costa Rica, je vais à Bali, je vais au Mexique. Il y aura toujours quelqu'un qu'on connaît. Et du coup, c'est assez marrant de voir que c'est un peu une petite tribu qui voyage un peu partout, quoi. Excuse-moi, encore une question qui est peut-être un peu naïve, mais comment est-ce que tu crées cette communauté? Comment est-ce que toi, tu rencontres des gens? Alors, c'est des personnes que tu via Internet, c'est des personnes que tu as rencontrées à Paris, qu'on t'a recommandées, c'est des gens sur place que tu rencontres dans les cafés, justement, comment est-ce que tu fais, toi, pour rencontrer du monde en tant que freelance? Et surtout en tant que nomade? C'est surtout digital. Aujourd'hui, avec notamment Facebook, il y a des groupes de digital nomades qui sont dans les lieux où on va. Donc, par exemple, sur Bali, sur Canggu, il y a un groupe de digital nomades français. Facebook, il y a un groupe aussi de femmes nomades du coup des quatre coins du monde. À Tulum, je sais qu'il y avait un groupe expat in Tulum. Enfin, il y a chaque endroit qui accueille un peu des expats étrangers comme ça. Il y a des groupes où on peut se greffer pour rencontrer des gens. Il y a des événements qui sont organisés. Après, on peut aussi rechercher via Instagram. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et puis, sinon, il y a effectivement dans les lieux qui brassent beaucoup de digital nomades, les coworking notamment. Si tu vas dans un espace de coworking, c'est assez facile de rencontrer du monde. Souvent, il y a des workshops aussi organisés le soir ou des verres où on peut échanger aussi avec les gens. Et puis après, un autre moyen de rencontrer des gens dans ces endroits-là, c'est les activités sportives. Souvent, les clubs de sport, de fitness, de surf, etc. sont des bons endroits aussi pour connecter. Donc, parce que tout le monde va un peu aux mêmes endroits. Donc je dirais que c'est assez facile. Et puis, comme tu es dans un mood où de toute façon, tu voyages seul, t'es hyper ouvert et les autres le sont aussi. Donc, c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens que quand on est dans une routine où on a déjà notre cercle, etc. Donc, ça va assez vite finalement. Puis après, tout le monde a des potes de potes de potes de potes. Et puis, ça va aussi assez vite de cette façon-là. Voilà. Ok, merci. C'est très clair. Et les inconvénients, alors le premier, c'est bien évidemment le mouvement, la logistique et le jet lag. Ce que Lise soulignait tout à l'heure par rapport au fait qu'il fallait vraiment bien s'organiser et que c'était source de beaucoup de difficultés et de frustration de rester très peu de temps à un même endroit. Parce que voilà, quand on est digital nomade, généralement, on n'a pas de maison fixe, on a ses affaires tout le temps avec soi, on a ses outils de travail, on travaille un peu où on peut quand on est en mouvement et c'est pas forcément évident de toujours tenir ses deadlines et de gérer ses projets quand
on est un peu à droite à gauche. Donc là, typiquement, sur les photos, c'était mon dernier trip au Mexique. Moi, j'ai beaucoup de travail, donc j'ai un peu dû composer quand j'étais à l'aéroport, etc. Donc on voit que là, c'est pas hyper confortable pour bosser. Donc c'est vrai qu'il faut toujours penser à quand est-ce que je voyage, peut-être privilégier de voyager le week-end, enfin faire les trajets le week-end. Pour la logistique, anticiper au maximum pour avoir le moindre de zones de frottement possible. Sur le jet lag, anticiper aussi beaucoup le décalage horaire qu'on peut avoir pour organiser aussi, comme disait Lise tout à l'heure, les calls clients. Par exemple, au Mexique, moi, je me levais à 6h pour faire mes calls de 7h à midi. Je commence pas forcément toujours à 7h quand je suis en France. À Bali, c'était l'inverse. La France se réveillait, il était déjà 15 ou 16h, donc c'était plutôt deep work le matin et les calls en fin d'après-midi. Donc toute l'organisation va vraiment tourner autour de tout ça et il faut vraiment l'anticiper parce que déjà en temps normal, dans nos routines, on a tous une charge mentale, plein de choses à gérer, mais en plus, quand on est digital nomade, il y a toute la logistique voyage et clients à gérer et c'est pas évident du tout. J'avais des amis, moi, là, pendant le confinement, qui étaient partis en Martinique. Hein. C'est un pote à moi qui est martiniquais. Il me disait, lui, carrément, il avait adopté la solution de vivre au rythme de la France, mais depuis la Martinique, il était totalement décalé. Il vivait, je sais pas combien est le décalage, mais du coup, il vivait la nuit. C'est une solution qui est viable ou c'est vraiment pas conseillé? Écoute, moi, j'ai vu pas mal de gens le faire et notamment des gens en remote. Effectivement, là, pendant le Covid, beaucoup de gens sont partis à l'étranger et par contre, leur employeur n'autorisait pas le travail asynchrone. C'est là aussi où, Lise, c'est important ce que tu as dit sur le travail asynchrone. Autant en tant que freelance, on a un peu cette liberté d'imposer notre rythme. Autant quand on bosse en full remote, là, c'est un peu l'employeur qui a toujours un peu la validation finale. Donc voilà, j'ai des potes qui se lèvent à 3h du matin pour commencer leur journée en même temps que la France. Et ils étaient vraiment en décalage par rapport à la vie locale, là où ils étaient. Donc clairement, ça, tu peux pas le faire sur la durée. Tu le fais quoi, un mois parce que tu dis, allez, c'est cool, je me mets dans ce rythme-là pour quand même profiter un peu. Mais c'est quelque chose d'assez compliqué, quoi, c'est clair. Mais généralement, les espaces de coworking, dans tous ces hubs, ils sont ouverts H24 parce qu'ils savent que les gens travaillent avec le monde entier et qu'il y a des gens qui bossent la nuit. On envoie à minuit, à 1h, à 2h, à 3h. Les gens sont amenés régulièrement à travailler effectivement de nuit, quoi. Donc, voilà. Après, à chacun de choisir. Moi, je sais que c'est pas quelque chose que j'aimerais faire et j'ai un peu imposé mon rythme à mes clients qui s'adaptent à chaque fois en fonction de mes horaires. Et tu peux pas avoir comment dire, sans parler de problème, mais en termes de prospection, avoir des clients qui disent ça va être du travail en asynchrone. Dans ce cas-là, je vais peut-être passer avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce que tu le justifies ça? Est-ce que ça peut arriver, une manière de faire passer la pilule qui soit un peu plus Je pense que ça peut arriver, mais d'un autre côté, est-ce que si tu choisis ce mode de vie-là, tu as envie de travailler avec des gens qui ne comprennent pas ton mode de vie? Je suis pas sûre. Moi, je préfère bosser avec des gens qui comprennent mon mode de vie, qui le trouvent cool et qui trouvent que c'est un apport pour eux aussi et qui sont prêts à être flexibles, en fait. De la même manière que moi, je peux me dire, OK, ils ont une urgence demain, ce soir, je tape jusqu'à je sais pas quelle heure pour valider le truc. Et c'est un peu donnant-donnant, je trouve, la collaboration dans ce mode de vie-là. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sais que mes clients, ils m'ont aussi sollicité parce que j'avais ce mode de vie et que ça les nourrissait beaucoup aussi, quoi. Donc, je comprends. Mais voilà, chacun, encore une fois, de voir midi à sa porte et de faire ses choix. Donc ça, toi, tu le vends comme quelque chose, comme un autre projet, comme quelqu'un qui est... justement, c'est peut-être gage de son sérieux aussi, peut-être auprès des personnes avec qui tu veux bosser. Ouais, exactement. Okay. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Ensuite, toujours dans les inconvénients, sans domicile fixe. Donc voilà, moi perso, j'ai toutes mes affaires dans la cave de ma mère, chez qui je suis d'ailleurs en ce moment. Je squatte allègrement les canapés des uns et des autres. Quand je voyage, c'est toujours voilà, les auberges. Là, c'était pareil au Mexique. Il y a une chaîne d'hôtels qui s'appelle le Celina, que Lise, tu connais très bien aussi, qui offre des espaces de coworking, des dortoirs et des chambres. Et donc là, on voit les dortoirs. Donc, encore une fois,
dans les inconvénients, il y a quand même cette dimension d'inconfort du fait de bouger tout le temps, de ne pas avoir un lit fixe, de vivre un peu dans les valises et surtout dans la proximité aussi des gens. Donc voilà, et effectivement, tout le budget associé qu'il faut pouvoir gérer aussi à l'avance parce que tout n'est pas super accessible. Évidemment, parfois, on préfère avoir sa propre chambre avec son lit double, mais ça coûte une blinde, donc on est obligé aussi de faire des choix et de subir ces contraintes-là. Mais encore une fois, c'est des contraintes qu'on choisit, donc c'est toujours plus confortable que de les subir dans un bureau où on n'a pas envie d'être. Voilà. Et alors oui, du coup, j'ai aussi rebondi sur les clichés parce qu'on voit beaucoup ce genre de photos circuler sur les réseaux et tout le monde est là, c'est génial, la vie est trop cool. On peut pas bien bosser comme ça, hein, comme le disait Alice tout à l'heure. Moi aussi, je suis comme toi, c'est un bureau dans une salle fermée avec possiblement personne à côté de moi ou alors il faut que ce soit dans le silence. Et voilà, un vrai bureau avec un setup, la souris, les stylos, le cahier, la to-do list, une bonne chaise pour être bien installée parce que je bosse aussi comme toi énormément. Donc voilà. Après, ça peut être sympa de répondre à 2-3 mails dans un hamac. Je dis pas que je le fais jamais, mais en tout cas, le quotidien, ça ressemble pas à ça. Donc il y a aussi ce côté un peu cliché du digital nomade qui n'est pas souvent pris au sérieux et c'est assez désagréable d'ailleurs pour beaucoup de nomades de se prendre des réflexions en permanence sur ça. Et du coup, j'enchaîne avec la suite. Voilà, t'es tout le temps en vacances. C'est le genre de réflexion qu'on peut se prendre. Voilà, et du coup, c'est pas toujours facile justement d'avoir ce gage de sérieux, comme tu disais Clément tout à l'heure, par rapport aux clients. Et moi, je fais un effort particulier sur ma communication, sur le fait que je travaille beaucoup. Je valorise beaucoup mes projets, je valorise beaucoup les endroits où je travaille, mon quotidien, mes routines de travail aussi, pour montrer que c'est pas juste surf, noix de coco et balade en scooter dans les rizières, qu'il y a toute une réalité derrière qui est la même que quelqu'un qui travaille en France dans un bureau et qui est, je suis devant l'ordi 10 heures par jour, quoi. Donc voilà, il faut faire un peu attention à ça parce que ça peut parfois porter préjudice. Ouais, c'est justement un peu ce qui m'avait intéressé et on en avait parlé quand on a à la genèse de ce projet tous les deux, Margot, suite à une publication que tu avais faite sur LinkedIn qui m'avait je crois que c'était sur LinkedIn, qui parlait des frustrations que tu pouvais avoir, etc., et de déconstruire un petit peu tous les clichés et toutes les impressions qu'on peut avoir comme tu le montrais, tout le temps en vacances, de travailler sur un transat, d'être le matin, la moitié de la journée en train de faire du surf, l'autre moitié en train de travailler en maillot de bain. Au final, c'était aussi ça qui était intéressant en fait de t'inviter et dans le fait d'avoir ce sujet-là, c'était pour ceux qui veulent faire du digital nomadisme et partir surtout du coup dans un autre pays, déconstruire ce cliché-là et pas imaginer que ça va être que ça. Ouais. Sinon, ça risque d'être beaucoup de frustration et potentiellement de se planter. Ouais, et je rebondis sur la réaction de Xavier là dans le chat. Ça fait plutôt 4 ans que je n'ai pas pris de réelles vacances. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de congés payés et des vacances, on a du mal à en prendre, quoi, parce qu'on n'est pas payé pendant les vacances, parce qu'il y a toujours des projets qui s'enchaînent, parce qu'on est entrepreneur et qu'on n'a pas envie de lâcher le bébé, qu'on n'est jamais vraiment off. Et ça, les gens ont du mal à le concevoir, quoi, parce que c'est clair que quand tu es à Bali sur une plage avec ta noix de coco le week-end et ta planche de surf et que vu que c'est des clichés des vacances, les gens font des amalgames et finalement, mais finalement, tu prends jamais de vacances et on est vu pas mal souvent au bord du burn-out parce que même s'ils sont sous les palmiers, ils travaillent tellement et ils font tellement pas de pause qu'ils n'y arrivent pas. Et je pense que pendant le confinement, le télétravail a aussi permis de faire émerger ces questions-là de vie, d'équilibre vie pro, vie perso. À partir du moment où en fait l'espace de vie et de travail est au même endroit, il y a une porosité qui se crée et qui fait que finalement, c'est hyper difficile de déconnecter, etc. Et on vit de plein fouet en tant que digital nomade parce que nos vies pro et perso sont encore plus poreuses. Donc, et en plus, on est seul. Donc, il y a vraiment... voilà. Et donc, je continue sur le fait de dire qu'au-delà de tous ces clichés, de tout l'aspect génial de ce mode de vie, parce que clairement, il est génial,
C'est vraiment une question voilà, de se connaître soi-même, de quelle est ta vision de la vie, quels sont tes besoins, quelles sont tes valeurs, comment tu as envie de vivre cette vie-là et dans quelle phase tu es aussi. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut questionner. Et je parlais tout à l'heure de solitude. Voilà, on voyage seul, on prend l'avion seul, on fait nos choix seuls, on décide de nos destinations seuls. Il y a une forme de marginalité qui se crée, qui est due à un statut qui est encore très très peu répandu, qui est pas vraiment reconnu, qui est attaché à beaucoup de clichés, que beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup d'employeurs surtout, enfin d'entreprises. Ça crée forcément un isolement et parfois aussi un manque d'ancrage parce que quand tu bouges tout le temps, que tu n'as pas de maison, que tu n'as pas de repères, que tu n'as pas tes amis, que tu n'as pas ta famille. Il faut être prêt à avoir tous ces repères vraiment chamboulés et malgré la beauté de l'expérience, c'est pas toujours évident. Donc, il faut bien garder ça en tête quand même quand on fait ce choix, quoi. Et après, j'enchaîne sur la suite. Je pense que ça, c'est des questions un peu plus profondes. Mais ça rejoint aussi le fait que beaucoup de digital nomades sont assez jeunes. Ils ont, je pense que notre génération, on a tous entre 25 et 35 à peu près. Parce qu'après viennent des questions un peu aussi de est-ce que je veux me poser, comment je vois l'évolution de ma carrière, où est-ce que je veux être aussi pour élever mes enfants, si je veux une famille, est-ce que l'école c'est faisable en étant un peu baroudeur à droite à gauche, est-ce que je peux aussi prendre l'avion aussi souvent, il y a un peu toutes ces questions-là qui viennent aussi avec le temps et c'est des vraies questions à se poser avant de se lancer. Donc voilà, je pense que c'est une question de timing parce que voilà, quand on se lance, on a envie de voyager, on le fait peut-être pendant 3-4 ans et puis après on se pose. Et comme disait Lise tout à l'heure, le mieux c'est de rester assez longtemps dans un endroit, potentiellement de s'installer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui proposent des visas digital nomades suite au Covid parce que ça permet de compenser aussi le manque de touristes, parce qu'on a un pouvoir d'achat, parce qu'on a envie d'exploration, on a envie de dépaysement d'ailleurs. Et on a cette possibilité-là aujourd'hui qui est en train de se mettre en place de pouvoir avoir un visa digital nomade d'1 an dans un endroit. Je crois que le Costa Rica, d'ailleurs, Lise, c'est assez récent, le visa qui propose aux digital nomades pour s'installer vraiment. Ça n'existe pas encore, c'est dans les cartons, mais c'est des années que c'est en attente. Ouais, en tout cas, c'est en discussion pour Bali, la Barbade l'a lancé. Il y a pas mal de destinations qui créent ce genre de choses et du coup, c'est beaucoup plus reposant, en tout cas, quand on voyage parce qu'on sait qu'on peut rester longtemps, on sait qu'on a des conditions idéales en termes de visa, de logistique, d'assurance, voilà, tout ça. Et ça permet d'être un peu plus cool, je pense, sur le mouvement, quoi. Voilà. Ok, super, merci Margot. J'ai arrêté de te couper, mais j'avais 10 000 questions à vous poser l'une comme à l'autre. Notamment, il y en a une d'Elisa là, qui demande, ça revient un petit peu à ce que tu disais il y a 2 ou 3 slides sur est-ce que tu as eu le mal du pays. Lise, Margot, est-ce que vous avez le mal du pays parfois? Bien sûr, tout le temps. Tout le temps. J'aime beaucoup ce qu'a partagé Margot sur l'ancrage, la solitude. En fait, il y a une courbe qui est très intéressante. Si vous tapez choc culturel sur Google Images, vous verrez cette courbe. En fait, quand on arrive dans un nouvel endroit, on est un peu en phase de lune de miel. Tout est beau, tout est parfait et on adore. Et une fois qu'on a pris nos habitudes, en fait, les problématiques qu'on avait avant en France, qui peuvent être des problématiques personnelles, émotionnelles, etc., ou professionnelles, elles nous rattrapent. Et donc, du coup, on a cette phase de choc culturel en plus qui fait que l'humeur redescend. Et après, on a le choix, soit on s'adapte, soit on rejette et on rentre en France. Donc, c'est quelque chose que tout le monde vit, plus ou moins, ce qu'on appelle ce choc culturel, qui vient avec le mal du pays. Et moi, ce qui me conforte, c'est de me dire que c'est encore, comme disait Margot plus tôt, c'est un choix. En fait, je suis ici par choix et demain, je peux faire un autre choix si ça ne me convient plus. Une deuxième chose qui me permet de plus avoir ce mal du pays, c'est aussi de m'entourer. Parce que la solitude, elle vient quand on se sent incompris et qu'on a beaucoup de décisions compliquées à prendre tout seul. C'est pas le fait de ne pas avoir d'autres êtres humains autour de nous, c'est le fait d'avoir l'impression que tout repose sur nos épaules et qu'on ne peut pas confier une partie de cette charge à d'autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me fait sentir seule et avoir le mal du pays. Donc, le fait de s'entourer, le fait de s'ancrer,
cette notion de digital settler aussi, peut-être d'avoir un endroit où on reste plus longtemps, où on crée du lien. Ça apaise un peu le mal du pays, mais je pense que ça reste toujours quelque chose qu'on a avec soi. Ouais, je confirme. Donc on est sur le même cas pour toi, Margot. Moi, parce que bon, je suis désolé, je pense beaucoup à moi évidemment, mais par exemple, imaginons, moi, je suis en couple. Est-ce que c'est possible aussi de partir à deux ou de partir avec des amis est-ce que vous partez toute seule ou est-ce que vous partez avec d'autres mondes? Est-ce que vous rejoignez peut-être des gens ou parce que pour pallier à cette solitude dont vous parlez? Il y a un peu toutes les configurations. On a des amis, vous devez connaître, si vous vous intéressez aux digital nomades, Nomad Pass, Jeanne et Ludo, qui voyagent en couple depuis le début. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés qui voyagent en couple et souvent la difficulté c'est d'être dans le même timing, d'avoir la même envie au même moment, d'avoir la même possibilité de partir au même moment. Donc c'est vrai que ça demande un peu plus d'organisation. Moi, j'ai bougé, je bouge toute seule. Là, j'ai expérimenté avec une amie et puis effectivement, on retrouve un peu des gens un peu à droite à gauche. Donc, c'est vrai que je regarde aussi qui je peux rejoindre avant de prendre une décision sur une destination parce que c'est vrai que être entouré, ça crée un repère déjà et puis ça permet d'avoir effectivement un peu cette bulle de sociabilité aussi où on ne se sent pas aussi seul que si on découvre complètement un endroit. Ce qui n'empêche pas derrière aussi de rencontrer d'autres gens très facilement et de se recréer un autre groupe, un autre entourage. Tu retournes parfois dans des endroits où tu as déjà été parce que justement, tu t'es devenu tellement. T'as créé tellement des bonnes relations que du coup, tu te dis, vas-y, l'année prochaine, j'y retourne et au final, tu y retournes vraiment. Ouais, carrément. Après, moi, c'est un peu biaisé parce que j'ai vécu 3 ans à Bali, en fait. Je rentrais tous les 3 mois en France, mais du coup, j'avais ma base à Bali. Je suis rentrée en France avec le Covid et j'ai décidé de découvrir d'autres choses après, depuis janvier. Donc, j'ai fait 2 mois et demi aux Antilles et 2 mois et demi au Mexique. Là, j'étais à Osgore aussi 2 semaines. J'ai une grosse communauté de freelance nomades sur place aussi. Et on s'est tous dit, dans 3 mois, on se retrouve à tel endroit. Enfin, on commence un peu à faire des plans pour justement s'organiser et voyager en groupe parce que je pense qu'on a besoin aussi à un moment donné, effectivement, pallier à la solitude et se dire, en fait, on est bien, on fonctionne bien ensemble. Pourquoi on ne choisirait pas une destination commune pour organiser un co-living d'1 mois, par exemple, et voilà, bouger en groupe. Et une autre question, après on va pas trop tarder parce qu'on commence déjà à dépasser l'horaire imparti. Généralement c'est c'est combien de temps alors j'imagine que ça dépend des personnes, mais toi Alice, tu disais que c'était 4 mois. Je sais plus, j'ai en tête quelque chose où tu parlais de 4 mois. Non, pas du tout. Non, quelle est ta question? Le nombre. C'est le temps que vous passez à un endroit avant de décider de passer à un autre. Est-ce que non, c'est un endroit où vous y êtes depuis super longtemps, comme toi, Margot, tu disais avec Bali, ou est-ce que vraiment vous vous dites, allez, tous les 6 mois je change et je vais autre part, ou même à l'intérieur d'un pays, vous vous dites, je reste 3 semaines ici et je vais 3 semaines dans une autre ville, ou etc. J'ai bien conscience que ça dépend vraiment des personnalités. C'est très personnel. Après, je crois que majoritairement, les gens bougent un peu tous les 2-3 mois en général. Ça permet de se poser, d'avoir le temps de s'habituer à l'endroit, de vraiment en profiter et après de bouger. Après, je crois qu'on est tous plus ou moins sur le mode, on s'écoute aussi un petit peu et si on se sent bien à un endroit et qu'on a envie de rester plus longtemps, on reste plus longtemps. Et puis si à contrario, au bout de 3 semaines, on est là finalement cet endroit, c'est parce que je pense que j'imaginais, je me sens pas super bien. On se laisse aussi le choix de bouger plus tôt et de s'adapter, quoi. Enfin, Elise, je sais pas si. Je suis d'accord avec ce que tu partages, Margot. En fait, pour répondre à cette question, il faut juste remettre la perspective des nomades digitaux. On n'est pas des personnes qui aimons planifier, avoir son plan à 2 ans en se disant, voilà, en fait, je décide qu'aujourd'hui, je vais passer 1 mois un mois à cet endroit et 1 mois à cet endroit. En fait, la plupart des nomades digitaux vont à un endroit, réservent peut-être 1 mois ou 1 semaine et on voit comment ça se passe. Et après, on décide de rester plus longtemps ou pas.
On n'est pas sur des structures comme ce qu'on pourrait faire en France avec des projets. On va signer un bail pour vivre à un endroit très longtemps, on va s'ancrer. Donc, mais pour rebondir sur ce que disait Margot, on est plutôt sur des périodes de long terme. En tout cas, dans les nomades digitaux qui ont une carrière qui leur prend un temps, on va être sur au moins quelques mois au même endroit. Sinon, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de bien travailler. Ok, très bien. Je vous remercie bien en tout cas à toutes les deux pour votre temps, pour ces présentations. C'était très intéressant. Est-ce que, s'il y a quelque chose que j'aime bien demander, est-ce que vous avez des ressources à proposer ou à partager, des personnes à suivre, des podcasts, ce genre de choses que les personnes qui ont envie de partir ou les personnes qui ont envie d'en savoir plus peuvent suivre pour avoir plus d'infos? Ouais. Déjà, ce que Margot a partagé tout à l'heure, nos amis Jeanne et Ludovic ont un média qui s'appelle Nomad Pass, je vais le noter dans le chat, avec une chaîne YouTube et des contenus sur Instagram pour en fait, en savoir plus sur le nomadisme digital, notamment sur les destinations. Et c'est un média francophone, donc c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de ressources en anglais, mais celle-ci est en français. Moi, j'aime bien le site qui s'appelle Nomadlist, qui permet de faire un tour des destinations et de savoir si Internet est correct ou pas. Il y a aussi un Slack où on peut parler avec d'autres personnes qui sont sur place. Donc, ce seraient les deux que je conseille. Ok. Et toi, Margot, tu as des ressources à nous partager Ouais, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Digital Nomads France. Où est-ce que c'est le chat? C'est là. Je vous mets le nom. Mais du coup, c'est assez intéressant. Et après, effectivement, vu que c'est pas un sujet qui est très traité par la presse, il n'y a pas vraiment de ressources documentaires ou quoi qu'on peut trouver. Du coup, il y a deux choses. Il y a effectivement tout ce qui va être les ressources sur le freelancing, hein, comme ce que peut proposer Lise. Et après, ce qui est plus de l'ordre du nomadisme digital, il y a notamment Ambroise, je vais voir son nom, Debré, qui propose des formations autour du nomadisme digital. Et puis, Nomad. Il y a toi, Margot, qui propose des formations de coaching. Ouais, après, c'est pas vraiment des formations, moi, c'est plus des coachings. Souvent, les gens ont peur de se lancer, ils ont besoin d'un coup de boost et d'être rassurés, d'avoir vraiment des infos précises sur les pays, sur comment je passe d'un CDI à freelance. Enfin, ça se mélange un petit peu, en fait. Donc, c'est plus un petit accompagnement sur le lancement et rassurer la personne et lui permettre de comprendre un peu où elle va et comment y aller et quelles sont les étapes clés et pour pas se tromper et pas paniquer surtout parce que y a tellement de choses auxquelles il faut penser quand on se lance que souvent on sait pas par où commencer et c'est bien de pouvoir se reposer sur quelqu'un qui est déjà passé par toutes ces étapes parce que non seulement c'est rassurant, mais en plus, ça fait gagner un temps fou. Ouais. Donc voilà, moi, c'est ce que je proposais en effet. Est-ce que si tu as envie, un petit peu comme je proposais à Alice, tu peux nous partager 2-3 liens pour nous montrer un petit peu ce que tu fais, si tu veux que l'audience aille voir un petit peu ce que tu proposes avec le café. Moi, je sais que je suis un grand amateur de vrai café ou alors je vais partager le site de mon collectif, peut-être. Vous pouvez suivre sur Instagram et LinkedIn, c'est le Hub Nomade. On partage pas mal j'essaie de partager pas mal de petits articles sur le future of work, sur un peu le quotidien quand on entreprend, quand on voyage. Donc voilà, c'est assez chouette.